Donc là, on va essayer de rentrer dans la tête des acteurs. Le premier acteur, l'acteur clé, c'est le cédant, puisque c'est lui qui va amorcer le processus de transmission-reprise. Dans la littérature, sont étudiés de manière relativement intense depuis quelques années maintenant, depuis 1999, si je me souviens pas. Les freins psychologiques donc sont énormément étudiés face au départ du chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que pour lui, pour l'individu qui part à la retraite, c'est un acte qui est psychologiquement déchirant. Alors je vais vous citer plusieurs comment dirais-je, plusieurs items qu'on retrouve dans la littérature. Donc pour eux c'est quoi? C'est le dénouement d'une histoire de vie, c'est l'idée de la mort, c'est la perte de repères de sa vie quotidienne, c'est l'heure des bilans à tous les niveaux, bilan personnel, les bilans professionnels, le bilan voilà, de toute sa vie en général. Et c'est surtout, et là ça pose problème, c'est l'abandon du pouvoir. À un moment donné, il va perdre son pouvoir. Et très souvent, il dit, eh bien, face à la transmission, je suis un homme fini. Donc cette perte identitaire, la perte identitaire au sens je suis perdu en tant que chef d'entreprise, eh bien tout ça, ça va s'exprimer de manière plus ou moins confuse. Il va vivre trois sentiments. Le premier, c'est le sentiment de culpabilité. Bien entendu, ce chef d'entreprise qui a monté sa boîte, son entreprise, pardon, il y a 30 ans, eh bien, va abandonner son bébé, il va perdre les liens quasi filiaux qu'il avait créés avec ses salariés. Il va également ressentir un sentiment d'inutilité. Donc là, dans sa tête, il a peur, il craint l'avenir, le futur, et il s'interroge sur ce qu'il va faire après avoir vendu son entreprise. Et troisième sentiment, c'est le sentiment d'ambivalence. Alors ça, c'est un terme psychanalytique qui dit finalement, ce chef d'entreprise-là, eh bien, il va être partagé. Est-ce que je vends mon entreprise? Est-ce que je reste aux commandes? Donc voilà, c'est assez ambigu entre son discours et ses actions, ses actes. Ah oui, je voulais juste vous dire que ce sentiment d'ambivalence, eh bien, ça crée des comportements chez les chefs d'entreprise. Alors, nous, on les appelle des cédants velléitaires. Finalement, ce sont des chefs d'entreprise qui ne partiront jamais à la retraite, ou du moins qui ne lâcheront jamais leur entreprise. C'est la raison pour laquelle on voit des entrepreneurs qui ont plus de 70 ans, 80 ans, qui restent toujours dans leur entreprise pour conserver donc le pouvoir, parce que parfois ils n'en ont plus la propriété s'ils l'ont laissé par exemple aux enfants. Dans tous les cas, donc les Français, notamment un, Tierno collègue, Tierno Bas, en 2006, il s'est dit bon, tout ce qu'on exprime, tous ces freins, etc., nous devons trouver une solution, et pour cela, il a tenté de mobiliser une théorie qui est la théorie du deuil. Et il part du principe, et toute sa recherche est focalisée autour de cette notion de deuil, il part du principe qu'un individu, pour pouvoir en fait transmettre son entreprise, eh bien, il va devoir faire le deuil de son statut de chef d'entreprise, mais aussi savoir lâcher prise dans sa propre entreprise. Donc là, ça va lui permettre, s'il commence à réfléchir, de surmonter l'impact émotionnel du passage à l'acte, comment je passe de chef d'entreprise à retraité,
mais aussi ça va faciliter son désengagement, finalement, sa sortie. Donc psychologiquement, il sera prêt à prendre sa retraite. Les résultats de Thierno, ils s'adressent donc encore une fois à 3 catégories de population. La première, eh bien entendu, les cédants. Et là, il insiste sur le fait qu'il faut véritablement que les cédants arrivent à considérer la vente de leur entreprise comme véritablement un acte de gestion. D'accord ? C'est pas quelque chose comme ça qu'on fait de manière à l'improviste, mais bien, et dans l'urgence, ce qui est parfois le cas, mais c'est bien quelque chose qui est réfléchi en amont. Et une des raisons, c'est 1, rendre la mariée plus belle, et 2, trouver un successeur. Au niveau des... Et puis le deuxième résultat pour les cédants, c'est qu'il faut qu'ils soient sûrs de ses motivations. On ne peut pas rentrer, notamment en qualité, par exemple, de conseiller, on ne peut pas se permettre, de repreneur, de candidat repreneur, on ne peut pas se permettre de rentrer dans un processus de transmission reprise si on ne sait pas au préalable que le chef d'entreprise est prêt à vendre. C'est ce qu'en France on appelle les faux cédants. Et ces faux cédants, eh bien, ils vont commencer donc à, par exemple, ils vont vous faire entrer dans l'entreprise, vous faire évaluer l'entreprise, etc., jusqu'à la négociation, voire jusqu'à la négociation. Mais à un moment donné, le closing ne va pas se faire parce qu'inévitablement, eux, psychologiquement, ils ne sont pas prêts. Donc là, c'est l'un des risques aussi donc de la non-aboutissement des opérations de transmission reprise. Pour ces conseillers, donc voilà, il faut les inciter à leur dire attention, il faut aussi préparer les cédants à la transmission d'entreprise, certes de manière technique pour rendre l'entreprise transmissible, mais aussi de manière psychologique. Ce que je viens de dire un petit peu. Pour les pouvoirs publics, et là en France on commence à le faire, on le fait avec des résultats qui sont plus ou moins convaincants. Dans tous les cas, c'est des campagnes de sensibilisation auprès des patrons de PME de plus de 55 ans pour les inciter à transmettre leur entreprise. Sachez qu'il faut bel et bien anticiper sa transmission d'entreprise au moins 3 à 5 ans avant l'échéance. Sachant qu'en période de crise, on est plus sur 3 ans. Donc là, on a tenté de comprendre la psychologie du cédant. Maintenant, on va passer donc au deuxième acteur clé, qui est le repreneur. Alors lui, le repreneur, lui, il va avoir, comment dirais-je, une certaine anxiété psychologique, et lui, c'est au moment de son entrée dans l'entreprise. Donc, en amont du processus, certes, il est dans une période de stress, néanmoins, lorsqu'il reprend la transmission, lorsqu'il reprend l'entreprise, alors, il a la propriété de cette entreprise, mais il n'en est pas encore le dirigeant et le leader reconnu et légitime. Donc pour lui, il va être très très anxieux et ça va créer une dualité émotionnelle qui est liée d'une part au contre-coup psychologique du rachat. D'accord ? Il est fatigué, donc là il décompresse. Et de notre côté, il est très impatient, il est dans un état euphorique. Pourquoi ? Parce qu'il devient le patron, donc il a le pouvoir et il a envie de l'exercer et de l'exprimer. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, lui, il est partagé entre 2 sentiments. Le premier, un sentiment d'étrangeté. Il ne connaît pas, alors ça a été dit aussi, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne connaît pas l'entreprise, il ne connaît pas le métier de dirigeant, parce que parfois ce sont des cadres, et très souvent même, pardon, ce sont des cadres qui rachètent. Et donc il est tout à fait novice dans le métier, et c'est véritablement un intrus pour l'organisation, pour les salariés.
Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de solitude. Ça, on le verra tout à l'heure, je vais rentrer en détail. Donc, notre repreneur, il est anxieux et donc, pour essayer d'y remédier, moi j'ai mobilisé, donc ça c'est les travaux que j'ai menés, les travaux doctoraux que j'ai menés en 2005, j'ai mobilisé la théorie de la socialisation organisationnelle pour tenter de comprendre eh bien, comment l'individu allait acquérir les connaissances, les compétences, les aptitudes pour exercer au mieux son nouveau métier de dirigeant et d'être reconnu comme tel. Donc l'intérêt de ma recherche, finalement, c'est comment, je réponds à la question de manière pragmatique, c'est comment gagner sa légitimité patronale quand on est repreneur de PME. Moi, les résultats, ils s'adressent tout d'abord aux repreneurs. Donc là, je leur dis attention, considérez l'entrée comme un moment stratégique, c'est un moment qui est particulier, et donc il faut savoir le gérer. Ne baissez pas les armes, au contraire, c'est là où vous devez avoir toute l'énergie en vous pour mener à bien encore maintenant la gestion au quotidien de votre entreprise et pourquoi pas le développement de celle-ci. Donc pour eux, ils doivent faire, et je leur conseille de faire preuve d'une attitude socialement correcte, notamment en interne. Et une des premières recommandations, c'est soyez humble et respectez l'existant, respectez le passé, ce qui a été fait par le chef d'entreprise qui vous a précédé. Pour les experts, les résultats de ma thèse ont permis finalement d'apporter une aide à la prise de fonction, donc des recommandations, ou plutôt des alertes sur des points très très précis lors de la prise de fonction pour donc éviter qu'il y ait un problème de crédibilité et de légitimité en interne. Les pouvoirs publics, eh bien, eux aussi sont intéressés. Plus spécifiquement, c'est les organisations professionnelles où eux, finalement, on pourrait, et on essaye de travailler ensemble pour mettre en place des stratégies d'intervention, alors non plus en phase en amont du processus, mais bien en phase post-reprise